Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle saison de R Légal. Merci à vous d'être connectés à l'heure. Nous allons commencer donc cette nouvelle saison de R Légal en nous penchant sur l'impact de la réforme du Code civil qui est en cours en droit de la construction. Alors nous avions déjà dû euh, analyser la réforme du droit des biens, la réforme du droit des obligations et le code qui est actuellement en train d'être mis en place concerne le droit de la responsabilité et c'est sur ce code que nous allons nous pencher aujourd'hui. Alors, il s'agit du livre 6 et il remplace les articles 1382 à 1386 bis de l'ancien code civil et ça va remplacer par 40 articles qui sont donc beaucoup plus longs que ce qui était contenu dans l'ancien code civil. Vous savez déjà que l'article 1382 n'existera bientôt plus, qu'il sera remplacé par l'article 6.5 du nouveau code. Ça va beaucoup changer les choses pour les juristes et changer les repères. Mais nous allons essayer d'aller un peu plus loin que ça aujourd'hui et de voir les choses sous le prisme des conséquences en droit de la construction et donc de l'impact de la réforme des règles de la responsabilité dans le cadre d'un sinistre qui intervient sur un chantier. Et je passe tout de suite la parole à Antoine Raz pour vous exposer le programme de la journée et notre fil rouge. Bonjour à tous, on va donc aborder ici 4 composantes différentes de la réforme du livre 6. La première touche à la fin de la quasi-immunité de l'agent d'exécution qui sera abordée par Matteo Fatalini. Le deuxième point concerne quant à lui le concours de responsabilité, donc le changement de paradigme et les conséquences qui en découlent, qui sera abordé par Jeanne Derick. Le troisième, c'est la responsabilité proportionnelle que j'aborderai moi-même. Et enfin, le dernier, la réparation du dommage, quelles en sont les limites et les contours, qui sera abordé par Marie Gillis. Alors, comme il s'agit de notions très théoriques et qu'il n'y a pas du tout de jurisprudence rendue à l'heure actuelle par les cours et tribunaux, on ne va quand même pas vous laisser tout à fait dans le flou face à un exposé à digeste. On va vous présenter tout d'abord un cas pratique, un fil rouge qu'on va suivre, et on y reviendra à chaque étape de la présentation. Donc, au niveau de notre fil rouge, on va avoir une structure pyramidale avec en haut un maître d'ouvrage qui a une vieille maison et qui souhaite la rénover. Il engage donc à cet effet un entrepreneur général et un architecte. L'architecte, de son côté, va mandater un ingénieur technique spécial. L'entrepreneur, quant à lui, il va engager un sous-traitant couvreur et un sous-traitant électricien pour effectuer une partie des travaux. Nous avons juste après un second schéma qui a pour seule différence en réalité la faillite de l'entrepreneur général et qui nous permettra de vous expliquer plus facilement certains points par après. Comme je vous l'ai dit, on reviendra à chaque étape de notre exposé sur ces schémas. Alors, au niveau du champ d'application du nouveau livre 6, il faut savoir qu'il a été institué par une loi du 7 février 2024, qui en réalité pour vous n'a pas grande importance, cette date. Celle qui compte réellement, c'est la date du 1er janvier 2025. Le livre 6 s'appliquera donc en réalité aux faits qui peuvent entraîner une responsabilité qui se produiront après cette entrée en vigueur. Pareillement, le livre 6, il ne s'appliquera pas aux effets de faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la loi. Donc, imaginons l'hypothèse où vous avez un problème ou des faits qui se déroulent maintenant, mais des effets qui se produisent après l'entrée en vigueur de la loi, il faudra appliquer l'ancien régime plutôt que le nouveau. Alors pour la suite, on va aborder le premier point relatif à la fin de la quasi-immunité de l'agent d'exécution que Matteo Fatalini va vous expliquer. Merci Antoine. Bonjour à tous. Je vais donc aborder la fin de la quasi-immunité de l'agent d'exécution. Et pour ce faire, je vais l'aborder en deux temps. Je vais d'abord vous présenter le régime antérieur, soit le régime qui prévaut toujours actuellement et jusqu'à l'entrée en vigueur du livre 6. Et ensuite, nous aborderons les nouveautés apportées par le livre 6. Alors, je vous spoil déjà, la théorie de la quasi-immunité de l'agent d'exécution prend fin avec le livre 6. On va le faire en 4 temps. On verra d'abord le texte en tant que tel, le prescrit légal. On en fera ensuite une analyse. On abordera ensuite les moyens de défense qui sont organisés directement par le texte. Et ensuite, nous abriquerons cette analyse dans
le cas fil rouge. Alors, le régime qui prévaut actuellement et qui est en vigueur depuis un arrêt de principe de la Cour de cassation de 1973, lorsqu'un auxiliaire intervient pour l'exécution d'un contrat liant un donneur d'ordre et un exécutant, c'est la théorie ou la doctrine de la quasi-immunité de l'agent d'exécution qui s'applique si l'exécutant commet une erreur ou n'exécute pas entièrement le contrat. Alors, je vais détailler ce qu'est exactement la théorie de la quasi-immunité. Cela signifie donc que le maître d'ouvrage ne peut pas invoquer la responsabilité contractuelle du sous-traitant, puisqu'il n'a pas de lien contractuel directement avec lui, et il ne peut pas non plus engager la responsabilité extra-contractuelle du sous-traitant, sauf dans certains cas, notamment l'infraction pénale ou d'une faute qui cause un dommage qui va au-delà de l'inexécution du contrat, comme par exemple la violation d'une norme de prudence. Donc on voit dans notre schéma ici que le maître d'ouvrage a une relation contractuelle avec l'entrepreneur général, il peut donc engager sa responsabilité contractuelle. L'entrepreneur général a lui-même un rapport contractuel avec le sous-traitant, et donc il peut engager lui aussi sa responsabilité contractuelle. Par contre, le maître de l'ouvrage n'a pas de recours direct contre le sous-traitant. En pratique, on remarque que les conditions auxquelles qu'il faut remplir pour engager la responsabilité extra-contractuelle du sous-traitant sont rarement remplies. Et donc, ça posait notamment un problème. En cas de faillite de l'entrepreneur général, le maître de l'ouvrage était donc sans recours contre l'éventuelle inexécution contractuelle du sous-traitant. Alors que, à l'inverse, le sous-traitant a ce qu'on appelle une action directe sur pied de l'article 1698 du Code civil, directement dirigée contre le maître de l'ouvrage. Autrement dit, si par exemple l'entrepreneur principal ne paye pas le sous-traitant a un recours direct pour aller rechercher ses sommes chez le maître de l'ouvrage. Donc on voyait qu'il y avait un déséquilibre entre les recours possibles dans le chef des deux parties. Alors, le nouveau livre 6, on va scinder l'article 6.3 en deux temps. L'article 6.3, paragraphe 2, alinéa 1er, expose le principe, et l'alinéa 2 étaye les moyens de défense à disposition du sous-traitant. Alors, quant au principe, vous le voyez ici, je ne vais pas vous en faire la lecture, mais le donneur d'ordre pourra directement s'adresser à l'agent d'exécution sur base des principes de la responsabilité extra-contractuelle afin de solliciter des dommages et intérêts pour inexécution du contrat. Et donc, on rompt complètement avec le régime qui prévaut actuellement, puisque le maître d'ouvrage dispose donc de recours direct contre le sous-traitant en cas d'inexécution. C'est ce qu'on appelle la fin de la théorie de la quasi-immunité de l'agent d'exécution. Alors, ce texte implique déjà trois remarques, trois observations. Alors, trois observations donc. L'article 6.3, paragraphe 2, n'opère pas de ventilation entre les différentes inexécutions contractuelles. Donc, on peut imaginer qu'une simple faute ou une faute légère suffirait. La lecture combinée de cet article 6.3 avec l'article 6.6, qui vous sera abordé plus tard, aboutit à considérer que tout manquement contractuel lié au non-respect, par exemple, des règles de l'art, constitue un manquement extra-contractuel. Ce qui signifie donc que, sous le nouveau régime, l'agent d'exécution pourrait voir sa responsabilité extra-contractuelle quasi systématiquement engagée pour un manquement contractuel quel qu'il soit. Seconde observation, la réglementation étant de droit supplétif, l'agent d'exécution, c'est-à-dire qu'on peut y déroger par contrat, l'agent d'exécution pourra se décharger de cette nouvelle responsabilité par le biais d'une clause d'exonération prévue dans son contrat ou dans le contrat liant l'entrepreneur général et le maître de l'ouvrage. Je vais revenir sur ce point un peu plus tard. Et troisième observation, la mise en cause d'un mandant, c'est-à-dire par exemple un préposé, est désormais possible sous réserve à nouveau des moyens de défense que je vais aborder un peu plus tard aussi. Alors, le livre 6 n'a pas encore passé l'épreuve de la pratique, mais on peut déjà observer deux conséquences potentielles
Première conséquence potentielle, avec cet abandon de l'immunité civile, viendra précariser la situation de l'agent d'exécution, qui sont pour la plupart du temps des indépendants ou des PME. Et donc on peut légitimement craindre une augmentation exponentielle des faillites des plus petits entrepreneurs, qui sont désormais plus exposés, qui peuvent voir leurs responsabilités engagées plus rapidement. Et seconde conséquence potentielle, c'est l'augmentation de l'importance de l'accord bien rédigé, d'un bon contrat, puisque cette réglementation est supplétive. Il faut donc penser à adapter vos conditions générales. Alors, dans un second temps, on va aborder désormais l'alinéa 2 de ce paragraphe 2 de l'article 6.3. Celui-ci organise les moyens de défense et je vais vous synthétiser le long alinéa que vous voyez ici s'afficher. L'auxiliaire pourra se défendre en utilisant, premièrement, les moyens de défense que dispose l'entrepreneur général à l'encontre du maître de l'ouvrage. Il pourra aussi utiliser les moyens de défense qu'il pouvait faire valoir contre l'entrepreneur général. Il peut les diriger donc contre le maître de l'ouvrage directement au mépris des effets internes du contrat, comme par exemple une clause limitative de responsabilité. Alors, sur ces deux premiers moyens de défense, il faudra voir comment le texte se prêtera à la pratique, puisqu'il faudrait que l'auxiliaire ait connaissance du contrat qui lie l'entrepreneur général et le maître de l'ouvrage. Il faudra aussi voir dans quelle mesure il pourra en ordonner la production et quel serait l'impact d'une éventuelle clause de confidentialité. Troisième moyen de défense possible, c'est tout moyen de défense qu'on pourrait tirer d'une loi spéciale. Alors, on peut cibler deux cas particuliers, le cas du préposé sous contrat de travail et le cas de l'administrateur d'une société. Pour le préposé, c'est assez simple, puisque celui-ci pourra se retrancher derrière son contrat de travail et la loi relative au contrat de travail, en particulier l'article 18, qui limite la mise en cause de la responsabilité au seul dol, faute lourde ou légère habituelle. Alors, l'avenir nous dira si les actions à l'encontre des travailleurs augmenteront ou non. Alors, pour l'administrateur, il sera moins évident pour lui d'utiliser les moyens de défense prévus dans son propre contrat d'administrateur lorsqu'il est directement poursuivi, puisque le Code des sociétés et des associations limite considérablement les possibilités d'exonération des administrateurs. Alors, une importance accrue sera portée aux assurances en responsabilité des administrateurs. Le livre 6 nous dira également si la mise en cause des administrateurs augmente ou pas. Alors, notre cas fil rouge, ce graphique pourrait avoir l'air compliqué, mais en fait, il ne l'est pas. En rouge, les flèches rouges représentent le recours possible sous l'ancien régime, enfin sous le régime qui prévaut toujours jusqu'à l'entrée en vigueur du livre 6, et les flèches vertes représentent les recours possibles pour chaque partie sous le régime du livre 6. Alors, on voit que le maître d'ouvrage, sous le régime actuel, dispose, vous voyez, première flèche rouge, d'un recours contre l'entrepreneur général et l'architecte, et c'est tout. Ensuite, l'entrepreneur général, lui, dispose d'un recours contre son sous-traitant couvreur et son sous-traitant électricien. Et l'architecte, lui, dispose d'un recours contre son ingénieur en technique spéciale. Tout simplement parce que le maître d'ouvrage et l'entrepreneur sont liés par un contrat. L'entrepreneur, le couvreur électricien sont aussi liés par un contrat. Et l'architecte, de même, avec l'ingénieur en technique spéciale. Tandis que sous le livre 6, le maître de l'ouvrage a un recours direct contre son entrepreneur général, mais également contre les deux sous-traitants de celui-ci. Et il a un recours contre son architecte, puisqu'il a un contrat avec lui, mais il a aussi un recours direct contre l'ingénieur en technique spéciale, qui est le sous-traitant de l'architecte. Ceci a un grand avantage, notamment en cas de faillite de l'entrepreneur général, puisque si vous voyez sous l'ancien régime, le maître de l'ouvrage a un recours contre l'entrepreneur général, mais si celui-ci fait faillite, il n'a plus de recours contre ses sous-traitants. Et donc sa demande s'arrête là. Alors que désormais, il peut bypasser la faillite de l'entrepreneur général pour aller directement engager la responsabilité du sous-traitant couvreur et du sous-traitant électricien dans la mesure où les manquements concernent des parties que ceux-ci ont réalisées. Et il en sera de même pour l'ingénieur en technique spéciale qui est le sous-traitant de l'architecte. Je vais céder la parole à Jeanne qui va vous aborder le concours de responsabilité. Merci.
Merci Madio. Donc bonjour à tous. Donc je vais quant à moi vous parler du concours de responsabilité. Nous allons commencer dans un premier temps par définir ce qu'on entend par concours de responsabilité. Donc le concours de responsabilité consiste à se demander si une partie à un contrat victime d'une exécution contractuelle peut se retourner vers les règles de responsabilité extra-contractuelle à l'encontre de ce co-contractant pour obtenir réparation du préjudice subi. Pendant de nombreuses années, la loi elle est restée assez silencieuse sur cette question, laissant la jurisprudence se développer et devenir le véritable fondement de la théorie du concours. Désormais, avec l'adoption du livre 6, on a une solution plus claire et cohérente, en contraste avec les décisions jurisprudentielles qui étaient parfois divergentes et contradictoires. Au niveau terminologique, on parle parfois de cumul de responsabilité, mais ce terme il aurait été trompeur puisqu'il ne s'agit pas d'un cumul, mais d'un choix de la victime, puisque la victime elle ne pourra jamais cumuler les indemnités contractuelles et extra-contractuelles. Alors, pour faire application des règles du concours, il faudra premièrement bien définir le périmètre contractuel, car on est face à un concours uniquement si on est en présence d'un contrat. Alors, qu'en est-il si les parties ne sont pas encore liées par un contrat, c'est-à-dire lorsque nous nous trouvons au stade pré-contractuel? Prenons ici l'exemple d'un maître de l'ouvrage qui engage un architecte pour la construction d'une maison. Le maître de l'ouvrage reproche à l'architecte d'avoir manqué à ses obligations d'information et de renseignement. Que va-t-il se passer ici? Le maître de l'ouvrage il ne pourra agir que sur une base extra-contractuelle puisque le contrat n'a pas encore été conclu et donc on ne peut pas faire appel aux règles du concours. On a d'ailleurs une décision de la Cour d'appel de Liège du 18 janvier 2016 où la Cour d'appel de Liège a rappelé que certaines parties avaient une obligation d'information dans la phase précontractuelle. Dans le cas d'espèce, il s'agissait d'un vendeur qui avait mis en vente un bien dans lequel il avait effectué des travaux irréguliers en violation des règles urbanistiques parce qu'il avait réalisé des travaux sans permis. La Cour ici, elle avait bien confirmé qu'on pouvait uniquement rechercher la responsabilité extra-contractuelle du vendeur car la faute était de nature purement extra-contractuelle. Alors, comment on détermine ce champ contractuel? Il faut tout d'abord être en présence de parties contractantes. Il faut une violation d'une obligation contractuelle valable et en vigueur. Donc, si le contrat n'existe plus ou pas encore, ou si les parties sont mises en présence l'une de l'autre de manière fortuite, on n'appliquera pas les règles du concours. Et il faut également que le dommage soit subi par un co-contractant. Si le dommage est subi par un tiers au contrat, la responsabilité est de nature extra-contractuelle et il n'y a pas de concours possible. Alors, si on regarde plus spécifiquement les règles de l'Ancien Régime, on constate que l'Ancien Code civil ne disait en réalité pas grand-chose à ce sujet. Entre 1930 et 1973, on avait un concours qui était plutôt absolu, et c'est suite à un arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 1973 qu'est apparue une interdiction du concours en partie contractante. Alors, deux thèses se sont en réalité affrontées suite à cet arrêt, puisqu'un autre courant soutenait que cet arrêt consacrait le principe d'un concours limité. Mais je ne vais pas entrer dans les détails ici, vu le temps qui m'est imparti. Et donc, c'est un arrêt du 29 septembre 2006 qui a tranché définitivement la question. Et cet arrêt, il va autoriser le concours de responsabilité, mais moyennant le respect de deux conditions, une par rapport à la faute et l'autre par rapport au dommage. Concernant la faute, il fallait non seulement un manquement à l'obligation contractuelle, mais aussi au devoir général de prudence. C'est l'apparition de la notion de faute mixte. Et concernant le dommage, il fallait que la faute cause un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat. Et donc, en d'autres termes, le concours n'était pas autorisé en présence de fautes et de dommages purement contractuels. Alors, qu'est-ce qu'une faute et un dommage purement contractuel? Les obligations purement contractuelles sont celles qui trouvent uniquement leur origine et leurs conditions d'existence dans le contrat. Par dommage purement contractuel, il faut entendre des dommages qui n'existeraient pas indépendamment du contrat. Et donc, par exemple, le maître de l'ouvrage ne pouvait pas se fonder sur les règles de la responsabilité extra-contractuelle pour obtenir réparation des dommages qui résultent d'une absence de contrôle par l'architecte de la bonne exécution des travaux. Alors, nous allons reprendre ici notre fil rouge. Donc, on a un maître de l'ouvrage qui fait appel à un couvreur. Dans le contrat, il est prévu que le couvreur devra se débarrasser des déchets de chantier. Et le couvreur, il va décider de brûler ces déchets de chantier, ce qui va provoquer l'incendie de l'intégralité du bâtiment. Avant l'adoption du livre 6, pour pouvoir faire application des règles du concours, il fallait donc une faute mixte et un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat. Ici, on pourrait considérer qu'il y avait une faute mixte puisqu'il y a un manquement à une obligation contractuelle d'une part, mais il y a aussi un manquement à l'obligation générale de prudence car le couvreur n'a pas agi comme un couvreur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Et pour le dommage,
il fallait un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat. Évidemment, ici, on ne s'attend pas quand on fait appel à un couvreur et quand on lui demande de se débarrasser de déchets, qu'un feu se propage dans tout le bâtiment. Et donc, on pouvait donc faire application des règles du concours en démontrant ces deux conditions. Alors, on pourrait se demander quel était l'intérêt de faire appel aux règles extra-contractuelles plutôt que contractuelles. Alors, même si les régimes de ces deux ordres de responsabilité sont devenus assez similaires, il subsiste encore quelques différences, notamment concernant les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, qu'on trouve beaucoup dans les contrats en matière de vices cachés véniels. Si on agissait sur une base extra-contractuelle, on pouvait beaucoup plus facilement contourner ces clauses. Il y a également des délais de prescription parfois très courts pour les actions contractuelles, alors que les délais pour intenter une action délictuelle sont généralement beaucoup plus longs. Dans les contrats, on trouve parfois des règles de compétences juridictionnelles qu'on peut à nouveau plus facilement contourner en agissant sur une base extra-contractuelle. Dans le régime des contrats spéciaux, il y a des règles propres avec parfois des délais à respecter, notamment en matière de vente pour la garantie des vices cachés, on exige que l'action soit intentée à bref délai. La responsabilité extra-contractuelle permet également de contourner le principe de la primauté de l'exécution en nature, même si on doit admettre que ce principe est maintenant généralement bien acquis dans les deux ordres de responsabilité. En matière de preuve, il y a des règles particulières pour les actes juridiques, alors que pour les faits juridiques, le régime est beaucoup plus light. Et en matière d'assurance, souvent les assurances de responsabilité ou de protection juridique offrent une garantie limitée à la responsabilité extra-contractuelle, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle. Alors, concernant maintenant le nouveau régime, on a cet article 6.3 qui nous précise ce qui suit. Donc, sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement, les dispositions légales en matière de responsabilité extra-contractuelle sont applicables entre co-contractants. Toutefois, si sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, la personne lésée demande à son co-contractant la réparation d'un dommage causé par une exécution d'une obligation contractuelle, ce co-contractant peut invoquer les moyens de défense découlant du contrat qu'il a conclu avec la personne lésée, la législation en matière de contrats spéciaux et les règles particulières de prescription applicables au contrat. Alors le principe, il est en réalité désormais inversé puisqu'on ouvre l'action délictuelle au co-contractant lésé. Avant, il y avait vraiment une prééminence du contrat. C'était uniquement si on remplissait les conditions du concours qu'on pouvait aller vers la responsabilité extra-contractuelle. Le nouveau Code civil, il s'écarte ici du coup de la jurisprudence de la Cour de cassation. Les conditions cumulatives de faute mixte et de dommage ne se retrouvent pas dans cet article 6.3 du nouveau Code civil. Toutefois, il faudra toujours vérifier si on est bien dans le périmètre d'un contrat. Suite à cette suppression, il y a déjà des divergences d'interprétation qui émergent, puisque certains auteurs soutiennent qu'en l'absence de conditions d'application précisées dans le texte, un simple manquement purement contractuel pourrait permettre d'engager une action sur une base délictuelle. Ça constitue quand même une interprétation très large. D'autres auteurs estiment que le législateur n'avait pas l'intention d'étendre la portée du principe à ce point et que les conditions de la responsabilité délictuelle devront toujours être respectées. Nous sommes plutôt de cet avis et nous pensons donc que la personne lésée qui souhaiterait agir sur une base extra-contractuelle devra toujours établir la preuve d'un fait générateur ou d'une faute relevant de cet ordre de responsabilité. Alors, il existe plusieurs tempéraments qui viennent atténuer ce changement de paradigme. Le premier, c'est que même si le concours devient la règle, il est toujours possible de l'interdire explicitement dans le contrat. Les dispositions du livre 6, elles ont un caractère supplétif, et donc le régime du concours, il n'est pas d'ordre public, il est donc possible d'insérer une clause dans le contrat qui va venir fermer la voie extra-contractuelle. Ces clauses, elles sont valides et sont difficilement attaquables, que ce soit sur le fondement des clauses abusives ou de droit commun régissant la validité des clauses limitatives de responsabilité. C'est un point important parce que les maîtres de l'ouvrage, ils seront en principe assez réticents à renoncer à l'application du concours dans la plupart des cas. Il y a un deuxième tempérament. La loi, elle vient préciser que lorsque le concours extra-contractuel est permis, le défendeur, il pourra invoquer les moyens de défense découlant du contrat conclu avec la personne lésée, la législation en matière de contrats spéciaux et les règles particulières de prescription applicables au contrat. Et donc le contrat, il retrouve donc en partie sa primauté. Le nouveau régime, il permet donc au défendeur d'invoquer des moyens de défense contractuels dans le cas d'une réclamation extra-contractuelle. Alors, premièrement, la partie dont la responsabilité est recherchée pourra opposer les moyens de défense découlant du contrat conclu avec la personne lésée. En pratique, il s'agit principalement des clauses limitatives de responsabilité ou de clauses exonératoires ou de clauses fixant les plafonds.
Sont également visées les dispositions légales en matière de contrats spéciaux, les travaux préparatoires. Ici, à titre d'exemple, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du vendeur pour vice caché. Il faut savoir que cette matière est en cours de réforme et qu'il s'agira du prochain livre 7. Et enfin, les moyens de défense découlant des règles particulières de prescription sont opposables également. Donc, par exemple, en matière de vice caché, l'exigence du bref délai. Attention que ce sont bien les délais particuliers qui sont opposables ici, car le changement fondamental, ça reste l'ouverture du concours et le fait que le co-contractant fautif, il ne pourra jamais invoquer le délai de prescription de droit commun issu de la relation contractuelle. On voit donc ici que l'intérêt du concours est devenu beaucoup plus limité. Concernant le droit des assurances, les compagnies d'assurance, elles vont certainement devoir s'adapter à ce nouveau régime, mais on ne sait pas encore si elles imposeront de nouvelles limites à leur intervention. Alors, si on reprend notre fil rouge, on s'aperçoit ici que le maître de l'ouvrage, il pourra en réalité beaucoup plus facilement faire application des règles du concours. On pourra agir contre le couvreur sur base extra-contractuelle, alors même qu'il n'a commis aucune faute mixte et qu'il n'y a pas de dommage autre que résultant de la mauvaise exécution du contrat. Mais en contrepartie, comme j'ai dit, le couvreur, il pourra opposer les exceptions qui découlent du contrat, la législation en matière de contrats spéciaux et les règles particulières en matière de prescription. Voilà, j'en ai fini avec le concours. Je vais passer maintenant la parole à Antoine. Merci, Jeanne. Donc, la responsabilité proportionnelle, qu'est-ce que c'est? Je vais d'abord replacer les choses un peu dans leur contexte afin que vous situiez où on se trouve. Donc, vous savez, pour engager la responsabilité extra-contractuelle d'une personne, il est nécessaire de démontrer faute, dommage, lien causal unissant la faute au dommage. C'est dans ce troisième point qu'on se situe. Pour la faute et le dommage, j'imagine qu'il n'y a pas de difficulté, vous voyez bien de quoi on parle, mais le lien causal, qu'est-ce que c'est? Alors, la Cour de cassation a dégagé une petite phrase qui nous permet de le retenir et qui consiste à dire, eh bien, sans la faute, le dommage ne serait pas produit tel qu'il s'est produit in concreto. En d'autres termes, il s'agit du concept qui permet de rattacher la faute au dommage, c'est-à-dire le lien de cause à effet. Et donc, pour engager la responsabilité de quelqu'un, il faut que ce lien de cause à effet, il soit certain, on ne peut pas en douter. Et c'est donc de ce lien causal que je vais parler, ou plutôt de l'incertitude causale, lorsque ce lien est faible en abordant deux points différents. Donc, d'une part, il y aura la responsabilité proportionnelle, la perte d'une chance, et d'autre part, la responsabilité proportionnelle, causalité alternative. Alors, en ce qui concerne le premier point, la responsabilité proportionnelle, perte d'une chance, il faut savoir que ce nouveau concept déroge à la règle selon laquelle le lien causal doit être démontré selon un degré raisonnable de certitude. Il est institué par l'article 6.22 du nouveau Code civil qui dit que lorsqu'il n'est pas certain que la faute commise par la personne dont la responsabilité invoquée est une condition nécessaire du dommage parce que le dommage aurait pu se produire également si cette personne s'était comportée de manière licite plutôt que de commettre une faute, eh bien, la personne lésée a droit à une réparation partielle en proportion de la probabilité que cette faute ait causé un dommage. C'est donc une notion tout à fait indigeste, comme je l'ai dit. Au niveau de notre fil rouge, qu'est-ce que ça donne? Nous avons notre maître d'ouvrage qui a une vieille maison et qui l'a fait rénover car il constate qu'il y a notamment de la mérule dans la charpente. Il y a donc un couvreur qui doit remplacer les gîtes qui sont atteints. Le fait est que le couvreur néglige de remplacer directement les gîtes parce qu'il a du retard sur des chantiers et lors d'une grosse tempête, le toit s'envole et ça provoque des dégâts au bâtiment. On n'est pas absolument certain que le toit ne se serait pas envolé si le couvreur avait remplacé les gîtes au vu de la force de la tempête, mais ça aurait pu être le cas. Dans ce cas, le lien de causalité entre la négligence du couvreur et les dégâts causés au bâtiment ne peut être démontré avec certitude, mais il est certain que le maître d'ouvrage a perdu une chance sérieuse de protéger son bâtiment et donc d'éviter des dégâts. C'est ça, la perte d'une chance. Alors, au niveau du droit, qu'est-ce que ça donne? Après la réforme, le demandeur d'une action en justice, eh bien, il ne doit plus démontrer un lien de causalité certain, mais une probabilité causale. On va donc vers un allègement de la charge de la preuve. Avant la réforme, on parle de perte d'une chance et donc d'indemnisation de la perte d'obtenir un avantage ou d'éviter un désagrément. Et le juge va essayer de trouver des critères qui permettent de quantifier cette perte, mais lorsqu'il n'y arrive pas, eh bien, il va fixer le dommage ex aequo et bono, donc un peu à la grosse louche, si je peux le dire comme ça.
Après la réforme, on parle de responsabilité proportionnelle et donc d'indemnisation du dommage final ou effectivement subi de manière proportionnelle. Le juge, il va évaluer le dommage de manière forfaitaire ou proportionnelle. Donc, dans les faits, comme la loi n'est pas encore entrée en vigueur, ce système peut paraître assez flou. On peut se demander comment exactement le dommage va être forfaitisé en fonction de telle ou telle faute. Tout ce que l'on sait à ce stade, c'est qu'en réalité, un calcul aurait été inventé qui consiste à dire on va multiplier la probabilité de dommage en pourcent fois le dommage effectivement subi pour arriver au montant indemnisable sur base de 6,22. Et donc, en résumé, la faute ne bouge pas, le dommage devient quant à lui forfaitaire ou proportionnel, et le lien causal devient la probabilité causale. On revient à notre fil rouge, à notre mérule. Avant, notre maître d'ouvrage aurait peut-être eu des difficultés au niveau de la charge de la preuve, de la perte d'une chance. Après la réforme, il y a en réalité très peu de difficultés. Au niveau de l'indemnisation, avant la réforme, sur un dommage qui, admettons, est évalué à 50 000 euros, il aurait peut-être obtenu 5 000 euros ex aequo et bono, donc à la grosse louche. Après la réforme, le calcul va se faire sur base d'un pourcentage, mais difficilement évaluable à l'heure actuelle, vu qu'on n'a pas de recul, on n'a pas de jurisprudence qui nous permet de vous en parler aujourd'hui. Alors, une autre conséquence de ce nouveau régime et du changement de fondement légal, c'est le risque de dérive. Les travaux préparatoires relèvent que la responsabilité proportionnelle devrait n'être envisagée que dans les hypothèses de perte d'une chance, et donc de manière un peu exclusive d'un autre fondement, si je peux le dire comme ça. Malheureusement, il s'avère que cette limitation, elle ne transparaît pas du tout dans le texte légal qui a été voté in fine, et donc rien n'indique dans le texte légal que 6.22 doit être utilisé comme une exception à la règle générale de causalité, et donc il ne doit être envisagé que dans des cas qui sont exceptionnels. La dérive ici, elle serait que le demandeur, il pourrait systématiquement se prévaloir de la responsabilité proportionnelle comme fondement subsidiaire d'une action en justice, même dans les cas où la perte d'une chance qui auparavant était employée, elle ne serait pas utilisée. Et notamment en cas de difficulté de démontrer un lien causal certain. Et ça lui permettrait en réalité d'obtenir une indemnisation de son dommage qui serait certes probablement minorée, mais une indemnisation partielle quand même. Donc, il pourrait devenir assez difficile d'être exonéré de sa propre responsabilité. Mais bon, ça, comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore de recul, vu qu'il n'y a pas de jurisprudence. Ce sera à partir de janvier 2025, donc seul l'avenir nous le dira. Au niveau du deuxième point que j'aborde, il s'agit de la responsabilité proportionnelle, j'ai un peu du mal avec la notion, mais dite causalité alternative cette fois. Il déroge également à la règle selon laquelle le lien causal doit être démontré avec un degré raisonnable de certitude. Il est institué à l'article juste après, donc 6.23 du nouveau Code civil, qui dit que si plusieurs faits similaires dont sont responsables des personnes différentes ont exposé la personne lésée au risque de survenance du dommage qui s'est produit, sans qu'il soit possible de démontrer lequel de ces faits a causé le dommage, eh bien, chacune de ces personnes est responsable en proportion de la probabilité que le fait dont elle répond ait causé le dommage. Alors, on reprend notre fil rouge, et qu'est-ce que ça donne? Nous avons toujours notre maître d'ouvrage qui rénove sa vieille maison, sauf que cette fois, un incendie ravage l'intégralité du bâtiment. Pendant la journée, le couvreur, il a brûlé des déchets de chantier et il a laissé les braises s'éteindre d'elles-mêmes sans trop surveiller. Nous avons aussi un électricien qui fume des cigarettes toute la journée et qui a tendance à les jeter sur le sol sans les éteindre ou en les éteignant assez mal. Et en réalité, on peut se demander quelle faute est donc en lien causal avec l'incendie. Alors, il ne faut pas confondre ici responsabilité proportionnelle avec responsabilité pour faute concurrente. Il s'agit de choses totalement différentes, comme vous le voyez sur le graphique, le défaut d'exécution ou le défaut de contrôle, mais on se trouve alors au stade de l'entrepreneur général ou de l'architecte. Ici, on aborde la notion de causalité alternative et qu'on peut traduire par la phrase il est certain que le fait générateur ayant causé le dommage est l'un de ceux imputables aux auteurs potentiels, donc le couvreur ou l'électricien, mais il est impossible de déterminer lequel. Alors avant la réforme, on a en réalité un vide juridique que la jurisprudence et la doctrine ont essayé de combler.
on va parler de responsabilité pour le tout de tous les auteurs potentiels du dommage. Donc l'indemnisation peut être demandée en intégralité à un seul des auteurs. Après la réforme, on a une réelle codification de la notion avec notamment des conditions d'application. Il faut une pluralité de faits générateurs, il faut aussi que ces faits soient de nature similaire. À côté de cela, il n'y a pas d'obligation de citer en justice tous les fautifs, mais il y a quand même un intérêt à impliquer un maximum de potentiels responsables dans la mesure où la réparation se fait de manière proportionnelle. La présomption de faute, elle est réfragable, donc il est possible de contester les conditions d'application. Il va aussi y avoir un réel changement au niveau de l'indemnisation, puisque chaque auteur devra indemniser selon sa propre part de responsabilité. Et s'il est impossible de déterminer la part de chacun, eh bien le calcul, il se fera sur base, par exemple, de l'importance des activités respectives des auteurs ou sur les parts de marché qui sont détenues. Et en cas d'insolvabilité d'un des auteurs, eh bien la victime, elle devra supporter elle-même la part de préjudice qui est imputable à l'auteur insolvable. Donc, en résumé, la faute reste la même, le dommage devient proportionnel ou calculé selon la part de marché, et le lien causal, il doit être prouvé selon un degré raisonnable de certitude, mais donc pas un degré certain non plus. On revient à notre fil rouge et à l'incendie. Avant la réforme, il y aurait eu peut-être des difficultés pour le maître de l'ouvrage au niveau de la charge de la preuve du lien causal, qui va diminuer après la réforme. Au niveau de l'indemnisation, avant la réforme, le couvreur ou l'électricien aurait pu être tenu pour le tout de l'indemnisation, tandis qu'après la réforme, chacun ne se verra condamné à indemniser que pour sa propre part et donc sans aucune solidarité. Et j'en terminerai par là et je vous laisse avec Marie qui va vous parler de la réparation du dommage. Merci Antoine. Bonjour à tous. Je vais quant à moi vous parler donc du dommage sous la réforme du livre 6 du Code civil. Donc avant toute chose, retenez bien que ce que je vais vous exposer, ça s'applique uniquement aux faits qui sont postérieurs à l'entrée en vigueur du livre 6, donc janvier 2025. Moi, j'ai choisi de vous parler de 3 points qui sont repris sur le slide. On va d'abord revoir ensemble ce qu'est concrètement le dommage. On verra ensuite une nouveauté de la réforme qui est la prévention du dommage. Et on terminera ensuite par les règles de réparation du dommage. Alors vous le savez peut-être, mais la notion de dommage, elle n'était pas, avant la réforme, reprise en tant que telle dans le Code civil. Dans le Code civil, on avait la notion de dommage qui apparaissait à l'article 1382, mais on n'avait pas de précision sur ce que c'était vraiment concrètement. Et donc, on se basait entièrement sur les développements jurisprudentiels qui avaient, au fur et à mesure, précisé la théorie autour du dommage. Fort heureusement, avec la réforme, le législateur, il a simplifié les choses et il a intégré directement les articles liés à ce concept dans le Code civil. Donc on a maintenant une bonne dizaine d'articles qui entourent le concept de dommage et de sa réparation. Et donc ça simplifie pas mal les choses. Au niveau de la définition du dommage, elle est reprise à l'article 6.24 alinéa 1. Ce sont les conséquences économiques ou non économiques d'une atteinte à un intérêt personnel juridiquement protégé. Donc il faut donc une atteinte à un intérêt juridiquement protégé. C'est un intérêt qui est reconnu et protégé par le droit. Dans notre cas, en droit de la construction, ce serait typiquement une atteinte à un bien dont on est propriétaire ou bien l'atteinte à l'intégrité physique d'un ouvrier présent sur le chantier suite à un accident, par exemple. Mais il n'y a aucune énumération qui est faite dans le code. Ça sera à l'appréciation du juge du fond qui se demandera est-ce que l'intérêt mérite-t-il ou non d'être protégé par le droit. Deuxièmement, il faudra que l'atteinte soit un intérêt personnel, puisque seul le titulaire de l'intérêt lésé peut en demander la réparation de l'atteinte. Et donc, ce sont bien les conséquences économiques ou non économiques de cette atteinte qui constituent le dommage. Alors ensuite, le dommage, pour être réparé, il doit comporter 2 caractéristiques. Il doit être licite et il doit être certain. Alors licite, ça veut simplement dire qu'il doit résulter d'une activité licite. Par exemple, si un dommage survient à un ouvrier qui travaille au noir, qu'il a une incapacité de travail suite à un accident et qui veut obtenir une réparation pour le salaire qu'il a perdu
le temps de son incapacité, il ne pourra pas le demander puisque le travail au noir, c'est une situation illicite. Et le dommage, deuxièmement, doit être certain, ça veut dire qu'on doit pouvoir le déterminer, que son existence, elle doit être incontestable, et donc que le juge doit avoir la conviction que la victime serait dans une position bien plus avantageuse si le responsable de la faute ne l'avait pas commise. Alors ça n'exclut pas le dommage futur si celui-ci est certain. Il ne faut pas confondre futur et incertitude. On peut en effet indemniser une perte de salaire futur, par exemple, puisque cette perte elle est certaine, on sait la déterminer, mais on ne pourra pas indemniser une perte du bénéfice éventuel d'une promotion, parce que là, on ne sait pas si la victime l'aurait eu ou non, cette promotion. Donc vraiment pas confondre futur et incertitude. Le dommage futur, il est réparable. Alors avec la réforme, le Code civil il distingue plusieurs catégories de dommages. On a le dommage patrimonial, le dommage extra-patrimonial, le dommage direct qui est personnel, indirect qui est rebaptisé le dommage par répercussion, le dommage passé et le dommage futur. Donc le dommage direct, c'est le dommage personnel de la victime directe dont on a touché un mot juste avant. Le dommage futur, on vient d'en parler aussi. Dommage passé, on comprend ce que c'est, mais qu'est-ce qu'il en est du reste? Alors le nouveau Code civil, il attache une importance particulière maintenant à la distinction entre les dommages patrimoniaux et les dommages extra-patrimoniaux. Donc vous en avez la définition sur le slide. Le dommage patrimonial, il comprend toutes les conséquences économiques de l'atteinte. Donc c'est les conséquences de l'atteinte qui touchent le patrimoine de la personne lésée. Ça peut être une perte, une dépense, un manque à gagner ou encore une réduction de valeur. Le dommage extra-patrimonial, lui, il comprend toutes les conséquences non économiques de l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Ce dommage, il est réparable dans le chef de la personne morale et en fait, ça ne touche pas le patrimoine de la personne lésée. C'est une atteinte qui a des répercussions, par exemple, sur le bien-être, la santé psychique, on pourrait dire les souffrances, les peines, les angoisses, ou encore sur la réputation. Donc il n'y a pas d'énumération ici dans le code, et ce sera simplement à l'appréciation du juge du fond qui devra se demander si effectivement c'est un dommage extra-patrimonial ou non. Alors une autre catégorie qui vaut la peine d'être évoquée, c'est le dommage par répercussion. C'est le dommage propre que subit une personne, disons Madame X, à la suite d'une atteinte préalable à l'intérêt d'une autre personne, Monsieur Y, avec laquelle Madame X aurait un lien droit ou un lien d'affection suffisamment étroit. Donc c'est vraiment une dérive d'une atteinte portée aux intérêts d'une autre personne, la victime directe. Si Madame X, elle pourra donc demander la réparation de son dommage propre qu'elle subit personnellement et qui résulte du dommage de Monsieur X, de Monsieur Y. Donc ça peut être par exemple la perte du soutien financier de Monsieur Y au ménage qu'il formait avec Madame X. Il y a deux catégories de préjudiciés par répercussion. Ce sont les personnes qui ont un lien de droit avec la victime directe, donc les co-contractants, l'employeur et son employé, ou bien les personnes qui ont un lien d'affection suffisamment étroit avec la victime directe. Donc ça, ce sont typiquement les proches de la victime. Et pour obtenir une réparation d'un dommage par répercussion, il faut être capable de rapporter trois choses. Il faut démontrer un lien étroit et de droit ou d'affection avec la victime directe, que ce lien fasse naître dans son chef un intérêt personnel juridiquement protégé et que le dommage qui résulte de la lésion de cet intérêt soit licite et certain. Alors maintenant que je vais vous parler de la prévention du dommage, qui est une grande nouveauté par rapport à l'ancien régime. Donc il a toujours été bien acquis que la personne lésée doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir et limiter son dommage. Et c'est là qu'intervient le nouvel article 6.28, puisqu'il permet désormais à la personne lésée de réclamer en justice les frais qu'elle a exposés dans le cadre de cette limitation du dommage. Et donc les frais qui résultent des mesures urgentes et raisonnables qui sont prises par la personne lésée, qui sont prises pour prévenir un dommage imminent ou l'aggravation d'un dommage, sont maintenant répercutés à la personne responsable ou celui qui serait responsable, alors même que les mesures qui seraient prises par la personne lésée n'auraient pas donné de résultat. Donc ici, le législateur, il est allé encore plus loin car il permet aussi au juge, par la même occasion, de donner des injonctions à cette personne responsable
pour prévenir l'aggravation du dommage qui pourrait survenir à terme si le comportement fautif venait à perdurer. Donc maintenant qu'on a bien cerné quels étaient les dommages qui pouvaient être réparés avec nos différentes catégories, si on reprend notre casus fil rouge avec le couvreur qui a mal travaillé, et qui est donc responsable d'une faute ayant entraîné le dommage des maîtres de l'ouvrage, comment ce dommage sera réparé? Alors l'article 6.30 répond à cette question. Vous l'avez à l'écran, c'est le principe de la réparation intégrale. Donc la réparation intégrale du dommage, c'est pas nouveau en soi, mais c'est enfin écrit noir sur blanc dans le code. Donc réparer intégralement, c'est bien, mais comment? Alors ça dépendra du dommage, si le dommage est patrimonial ou extra-patrimonial. Dans le cas d'un dommage patrimonial, le juge il ordonnera une remise dans la situation antérieure au fait dommageable. Et si c'est un dommage extra-patrimonial, ce sera une juste et adéquate compensation, et ce sera à l'appréciation du juge. Alors le principe, ça reste la primauté de l'exécution en nature, mais si ce n'est pas satisfactoire ou pas possible, le juge pourra ordonner aussi des dommages et intérêts. On a 2 subtilités maintenant avec la réforme, c'est qu'il est à présent possible de demander une réparation mixte. Donc on répare par exemple ce qui est possible en nature et pour le surplus, on demandera un dédommagement. Et deuxièmement, la personne lésée pourrait même maintenant obtenir une indemnité complémentaire si son dommage résulte d'un acte volontaire qui viole son droit personnel. Alors, il y a une petite particularité pour les dommages aux choses qui peuvent facilement arriver sur chantier ou autre. C'est l'article 6.38 qui indique qu'on doit réparer la chose au moyen d'une indemnité correspondant aux frais de réparation. Donc là, on a une exception au principe de la primauté de l'exécution en nature. Et la règle, c'est simplement que si la chose est réparable, alors le propriétaire lésé pourra obtenir les frais de réparation, mais ne pourront pas dépasser la valeur de remplacement et on ne prend pas en compte la vétusté de la chose. Par contre, si la chose n'est pas réparable, alors il pourra obtenir la valeur de remplacement en tenant compte de la vétusté. Voilà, donc moi j'en ai terminé pour le dommage. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ça s'applique aux faits postérieurs à janvier 2025, qu'il y a de nouveaux termes et des définitions et des nouvelles catégories de dommages, donc veillez peut-être à adapter vos contrats en fonction. Qu'il est possible de récupérer maintenant les frais exposés pour limiter le dommage et de les répercuter sur la personne responsable du fait dommageable. Et enfin, que c'est un régime par défaut et supplétif. Donc vous pouvez tout à fait limiter votre responsabilité extra-contractuelle dans vos contrats et exclure la réparation de certains types de dommages. Par exemple, exclure votre responsabilité pour les dommages par répercussion. Donc vous avez toujours la liberté contractuelle qui reste d'application, même pour la responsabilité extra-contractuelle. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je repasse la parole à Fanny Coton. Merci Marie, et merci à tous les 4, c'était très clair. Donc, très important, Marie a terminé par là, ça s'applique à tous les faits générateurs de dommages à partir du 1er janvier 2025. Et donc, peu importe la date du contrat, si les parties sont par ailleurs dans une relation contractuelle, c'est le fait dommageable qui sera important ici. Donc, on aura des situations un petit peu hétéroclites avec un contrat sous l'Ancien Régime, un contrat très ancien, mais un fait qui applique le nouveau livre 6, ça promet d'être intéressant. Alors, n'hésitez pas pour les questions. Je vois qu'il y en a une pour l'instant dans la conversation. Et donc, je vous la lis. On se concentre ici sur le domaine de la construction, mais cette réforme a-t-elle un champ d'application plus large? Oui. Oui, donc c'est la réforme le livre 6 porte sur toute la responsabilité extra-contractuelle et la façon dont elle s'articule avec les autres champs de responsabilité. Le livre 6 contient aussi la responsabilité du fait des produits défectueux dont nous n'avons pas du tout parlé aujourd'hui, mais donc oui, ça s'applique dans tous les domaines du droit. En ce compris, vous prenez l'exemple d'une société qui sous-traite la gestion informatique de certains de ses programmes. Oui, donc on est dans tous les domaines du droit, mais compte tenu de des participants habituels à notre cycle de formation, nous illustrons ça par un cas dans le domaine de la construction. La suite de la question est
en dehors du domaine de la construction, les administrateurs peuvent-ils voir leurs responsabilités davantage engagées? Donc, dans le domaine de la construction et en dehors de la construction, oui. Ce dont Madio vous a parlé dans la première question, donc le fait que la quasi-immunité de l'agent d'exécution disparaît, oui, l'agent d'exécution n'est pas seulement le sous-traitant. L'agent d'exécution peut être l'administrateur de la société ou peut être, ce sera la suite de la question, le travailleur de la société. Donc, c'est-à-dire que la réforme prévoit un droit d'action direct de la personne lésée contre la personne qui a posé l'acte, sans avoir la barrière contractuelle. Donc, s'il y a un autre échelon de la chaîne contractuelle entre ces deux personnes, avant, il y avait un blocage. Maintenant, il est permis d'agir directement sur une base extra-contractuelle en sautant un échelon de la chaîne contractuelle. Donc, la possibilité juridique d'agir, elle existe, mais Madio vous a expliqué qu'il y avait des tempéraments et que on pouvait, certaines exceptions pouvaient être invoquées par la personne dont on recherche la responsabilité. Pour les administrateurs, ça sera les règles du Code des sociétés et des associations qui limitent de certaines façons leur responsabilité potentielle à l'égard de la société, mais donc aussi à l'égard des tiers. Et pour un travailleur, ça sera aussi les règles sur la loi sur le contrat de travail. Et donc, il faudra que ce soit une faute particulièrement lourde ou habituelle pour pouvoir engager la responsabilité du travailleur. Et ici, l'exemple qui nous était donné, c'était un salarié qui donne un mauvais conseil à un co-contractant. Il faudrait que le mauvais conseil soit particulièrement mauvais pour que ça soit une faute lourde, pour que ça puisse engager sa responsabilité. Auparavant, ça aurait pu engager sa responsabilité auprès de son employeur, et maintenant, un tiers pourrait directement engager sa responsabilité. Donc, à voir, nous n'avons pas d'idée comme ça des cas qui pourraient se présenter, mais aussi, donc c'est les lois spéciales dont Madio Fatali nous a parlé tout à l'heure qui pourront toujours être invoquées par l'agent d'exécution, mais aussi les clauses du contrat entre lui et la société qu'il emploie ou dont il est administrateur et les clauses entre la société qu'il emploie et le co-contractant qui a subi un préjudice. Tout ça pourrait être invoqué, donc il y a quand même des couches de protection, même si l'action juridique, elle est possible aujourd'hui. On verra quels sont les cas où ça permet d'avoir une indemnisation dans le futur, alors qu'aujourd'hui, c'était impossible. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez aussi activer les micros. Oui, bonjour. Stanislas Bonjour. Nicolet. Bonjour, j'avais une question concernant les contrats. Est-ce que les nouvelles dispositions au niveau de la transparence et le recours vers les sous-traitants du sous-traitant, donc le fameux couvreur ou le fameux électricien, le maître d'ouvrage, on peut directement aller vers eux si l'entrepreneur tombe en faillite? Est-ce qu'il y a alors une transparence au niveau des différents contrats? Est-ce qu'il y a une obligation que le maître d'ouvrage prenne connaissance du contrat d'électricien avec l'entrepreneur pour que celui-ci puisse avoir des recours nécessaires, le cas échéant? Merci. Madio, je crois que Oui, bah justement, c'était les questions qui étaient abordées, les interrogations qu'on soulevait par rapport à ce nouveau libellé de l'article 6.3. On se demandait dans quelle mesure le maître d'ouvrage pourra ordonner la production, le sous-traitant pourra ordonner la production du contrat pour pouvoir regarder s'il y a des moyens de défense qui lui sont applicables, et aussi quel est l'impact d'une clause de confidentialité sur le contrat par rapport à justement cette demande de production de documents. On ne sait pas encore exactement comment ça va se mouler à la pratique, puisque forcément on n'a pas de recul sur le texte. J'espère que ça répond à votre question. donc, Oui, mais merci en partie. On demandera la production en justice, mais on ne sait pas si... Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a les clauses de confidentialité et puis il y a la jurisprudence qui doit se mettre en place. Mais fatalement, ça risque de compliquer les choses, dans un premier temps en tout cas.
Dernière question. Si vous n'en avez pas d'autres, nous allons vous rappeler le thème du prochain Irlégal. Donc nous avons ici des petites news d'actualité sur notre site qui pourraient vous intéresser. Et le terme du prochain Irlégal est la maîtrise des marchés publics, l'analyse des offres et la vérification des prix. Et en janvier, la couverture de la responsabilité civile décennale dans les produits d'assurance. Et probablement que l'année prochaine, la saison prochaine, nous aurons un Irlégal sur le futur livre 7, la réforme des contrats spéciaux. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre attention et à bientôt.